3 heures du matin. Ton téléphone vibre sur la table de nuit, une notification lumineuse qui déchire l'obscurité de ta chambre comme une décharge électrique. Tu n'as pas besoin de regarder pour savoir qui c'est. C'est ce message, ce fameux message qui arrive toujours quand tu commences enfin à respirer, quand le silence devenait presque supportable, quand tu avais enfin réussi à stabiliser ton rythme cardiaque après une journée de lutte contre tes propres pensées. Tu sens cette boule familière au creux de l'estomac, ce mélange de nausée et d'espoir absurde qui te tord les boyaux. C'est exactement là que tout se joue. Dans cette fraction de seconde où tu hésites à déverrouiller l'écran, le doigt suspendu au-dessus du verre froid, le souffle court. Tu es dans une pièce de théâtre dont tu n'as jamais lu le script, et pourtant, tu connais ton rôle par cœur. Tu es l'éternel le soignant, celui ou celle qui doit éponger les fuites émotionnelles d'un navire qui a décidé de couler depuis longtemps, et qui compte t'entraîner dans les abysses avec lui pour ne pas se noyer seul. Tu as passé des mois, peut-être des années, à essayer de colmater les brèches avec tes propres lambeaux de peau. Tu as cru qu'en y mettant plus de douceur, plus de patience, plus de compréhension sacrificielle, le climat finirait par changer. Tu as pensé que ton affection était une monnaie d'échange contre la stabilité, un investissement à long terme qui finirait par porter ses fruits sous la forme d'une paix durable. Erreur de calcul tragique. Dans cet univers-là, les mathématiques salées sont inversées. Plus tu donnes, plus le vide en face s'agrandit, comme un trou noir qui se nourrit de la lumière des étoiles environnantes sans jamais briller lui-même. Ce n'est pas une relation, c'est un puits sans fond, une excavation sans fin de ton être. Tu t'épuises à jeter des seaux d'eau dans un désert en espérant y voir pousser une forêt tropicale, mais la seule chose qui pousse, c'est ta propre fatigue, cette érosion invisible qui te grignote de l'intérieur, cellule après cellule, jusqu'à ce que tu ne saches même plus quelle était ta couleur préférée, quel genre de musique te faisait vibrer, ou le son de ton propre rire avant de le ou la rencontrer. Regarde bien la scène avec un peu de recul comme si tu étais au dernier rang d'un cinéma désert, observant les ombres s'agiter sur l'écran. Tu es là, à essayer de justifier ton existence, à expliquer pourquoi tel mot t'a blessé, pourquoi telle attitude était inacceptable dans un monde civilisé régi par le respect mutuel. Et en face, un mur, ou pire, une brume épaisse et toxique. Une brume qui se déforme dès que tu essaies de la saisir. Quand tu pointes une contradiction flagrante, un mensonge gros, comme une maison que tu as sous les yeux, une preuve irréfutable, on te répond par une pirouette, un changement de sujet brusque ou une accusation miroir. C'est toi qui es paranoïaque, tu interprètes bien évidemment tout de travers, tu as une imagination trop fertile, tu es trop sensible. C'est le fameux gaslighting, ce détournement de réalité qui te fait douter de la température de l'eau alors que tu es en train de bouillir. C'est une torture psychologique lente qui vise à démanteler ton sens critique. Quand tu demandes de la clarté, on te donne de la confusion. C'est une danse épuisante où on te marche sur les pieds avec des talons aiguilles en te reprochant de ne pas savoir suivre un rythme que l'autre change toutes les 3 secondes, juste pour le plaisir de te voir trébucher. Tu finis par t'excuser d'avoir eu mal, par demander pardon pour tes propres larmes, par culpabiliser d'avoir osé exprimer un besoin. C'est le monde à l'envers, une sorte de fête foraine sinistre où tous les miroirs sont déformants et où les sorties de secours sont masquées par des rideaux de velours rouge sang. Ton corps, lui, ne ment pas. Il a commencé à envoyer des signaux de détresse bien avant que ton cerveau n'accepte de voir l'évidence. Ces migraines qui te clouent au lit après chaque discussion circulaire, cette tension permanente dans les épaules comme si tu portais le poids d'un immeuble, ces problèmes de digestion qui surgissent dès que tu entends le bruit de ses pas ou la sonnerie de ses appels. Ton système nerveux est en état d'alerte rouge permanent, saturé de cortisol et d'adrénaline. Tu vis dans une zone de guerre psychologique où les mines sont enterrées sous les compliments et les barbelés cachés sous les promesses. Tu as appris à scanner son visage à la recherche de la moindre micro-expression de mécontentement, à analyser le ton d'un bonjour pour savoir si tu vas passer une soirée paisible ou un enfer de reproches silencieux. Cette hypervigilance te vide de ton énergie vitale. Tu ne vis plus, tu survis dans les interstices de son humeur, cherchant désespérément une accalmie qui ne dure jamais plus de quelques heures. Il arrive un moment où le brouillard se déchire, souvent par accident, par une sorte de court-circuit de la manipulation. Ce n'est pas forcément un grand coup d'éclat hollywoodien avec des valises jetées par la fenêtre et des cris dans la rue. C'est souvent un petit détail, une minuscule anomalie qui ne colle pas avec le décor. Un regard vide, absolument dépourvu d'étincelles humaines, de chaleur ou de regret, au moment précis où tu es en train de t'effondrer en pleurs devant lui ou elle, le cœur à nu. Un rire déplacé, presque mécanique, quand tu confies une peur ancestrale que tu n'avais jamais dite à personne, c'est là que tu comprends.
avec une horreur glacée qui te fige le sang, que tu n'es pas face à quelqu'un qui souffre comme toi, mais face à une structure psychique qui ne fonctionne tout simplement pas avec les mêmes composants. Tu cherches de l'empathie là où il n'y a que de la stratégie. Tu cherches un partenaire de vie là où il n'y a qu'un metteur en scène en quête d'un public captif et malléable. Cette prise de conscience est d'une violence inouïe parce qu'elle tue l'espoir. Et l'espoir, dans ces liens-là, c'est le poison le plus efficace, celui qui te maintient dans la cage alors que la porte est déverrouillée depuis des lustres. Une fois que tu as vu les fils de la marionnette, tu ne peux plus faire semblant de croire au spectacle. Même si tu essaies très fort pour ne pas perdre ta zone de confort, même si la peur du vide te donne le vertige, tu commences à observer froidement. Tu remarques les cycles, immuables comme les saisons, en enfer. Le bombardement affectif du début, ce love bombing qui t'a submergé, cette avalanche de compliments, de cadeaux, de présence constante et de promesses qui te donnait l'impression d'être un monarque absolu, n'était qu'une phase de repérage tactique. On a pris tes mesures comme un tailleur prend celles d'un client. On a noté tes failles, tes besoins de reconnaissance non comblés, tes blessures d'enfance mal cicatrisées, tes complexes les plus secrets, tes rêves les plus fous. Tout a été archivé, classé, indexé pour être utilisé plus tard comme munition ou comme levier. Ce n'était pas de l'amour, c'était une étude de marché. On t'a vendu le produit que tu voulais désespérément acheter. Une âme sœur. Et maintenant que le contrat a été signé par ton engagement émotionnel total, les clauses en petits caractères apparaissent en temps fin. Tu dois être disponible 24 heures sur 24, malléable comme de la pâte à modeler. Et surtout, tu dois valider chaque délire de grandeur, chaque mensonge, chaque caprice de l'autre, sans jamais, au grand jamais, rien demander en retour, pas même un merci, pas même un regard de reconnaissance. Pense à cette technique perverse de l'isolement progressif. Au début, c'était subtil. Une petite remarque sur ton meilleur ami qui serait secrètement amoureux de toi, un commentaire désobligeant sur ta sœur qui serait trop critique à son égard, ou cette fatigue soudaine qui l'empêchait d'assister au repas de famille. Petit à petit, sans t'en rendre compte, tu as commencé à élaguer ton propre jardin social pour éviter les conflits. Tu as cessé de voir ceux qui voyaient clair dans son jeu, tu as pris tes distances avec ceux qui auraient pu te servir de miroir de réalité. Tu t'es retrouvé là seul, dans une chambre d'écho où seule sa voix résonnait, seule sa version des faits comptait. C'est une stratégie de siège. On coupe les vivres, on coupe les communications et on attend que la citadelle s'effondre par manque de soutien extérieur. Et quand tu te retrouves enfin seul ou seule face à lui ou elle, sans personne pour te dire « ce n'est pas normal », tu finis par accepter l'inacceptable comme étant ta nouvelle norme. Le plus dur à avaler, ce qui te donne envie de hurler à la lune jusqu'à perdre la voix, c'est que cette personne n'a aucune conscience réelle du mal qu'elle fait. Pour elle, tout est justifié par une logique interne imparable et autocentrée. Si elle ment, c'est parce que tes questions sont trop intrusives et que tu l'as poussée à bout. Si elle te trahit, avec « ne autre », c'est parce que tu n'étais pas assez présent et que tu avais l'air distant dès ce jour-là, ou que tu ne l'admirais plus assez. Si elle disparaît brutalement pendant 3 jours, sans donner de nouvelles, pour réapparaître comme si de rien n'était, c'est pour te donner une leçon ou parce qu'elle avait besoin d'espace et que tu es étouffant. C'est une logique circulaire, un ruban de Moebius où elle est toujours la victime, même quand elle tient le couteau encore fumant au-dessus de ton cadavre émotionnel. Essayer de la faire culpabiliser, c'est comme essayer d'apprendre à un chat à jouer du violon ou à une pierre à chanter l'opéra. C'est une perte de temps monumentale et ça finit par agacer tout le monde. Son architecture mentale est construite pour protéger un noyau de vide absolu, une blessure narcissique si profonde qu'elle ne peut supporter aucune lumière, aucune remise en question. Admettre une erreur, même minime, ce serait laisser entrer l'air dans la chambre forte et l'air ferait s'effondrer tout l'édifice de mensonges qui lui sert d'identité. C'est là qu'intervient le renforcement intermittent, la drogue la plus dure qui soit. C'est le mécanisme de la machine à sous, tu perds 95% du temps, mais les 5% restants, tu gagnes une petite décharge de plaisir, un compliment inattendu, une nuit de passion retrouvée, une promesse de changement. Ces miettes de bonheur sont calculées pour te maintenir dans l'addiction. Ton cerveau devient dépendant de ces pics de dopamine qui surviennent après des périodes de stress intense. Tu restes pour retrouver la personne du début, cette version idéale qui n'a jamais existé que pour te piéger. Tu es comme un joueur de casino qui a déjà tout perdu mais qui continue de miser ses dernières de force, ses dernières économies émotionnelles, dans l'espoir absurde que le prochain tour sera le bon, que cette fois il ou elle a enfin compris. Mais la banque ne perd jamais, et dans ce jeu-là, les dés sont pipés dès le départ.
Alors, quand tu décides enfin de confronter ce tyran de salon, attends-toi à un feu d'artifice de mauvaise foi qui ferait passer les plus grands politiciens pour des enfants de cœur. On va te servir une bouillie de mots, une salade de mots indigestes, un mélange de reproches anciens datant de 3 ans, de fausses excuses, je suis désolé que tu ressentes de ça, ce qui n'est pas une excuse, mais une insulte à ton intelligence et de détournement d'attention. Tu entres dans la pièce pour parler du fait qu'on t'a menti sur une dépense ou une rencontre et tu en sors 2 heures plus tard en t'excusant d'avoir mal fermé le frigo il y a 3 semaines ou d'avoir eu un ton supérieur en disant bonjour. C'est la manipulation de la réalité poussée à son paroxysme. On appelle ça le détournement cognitif. On te fait douter de tes propres sens, de ta propre mémoire, de ta propre santé mentale. Tu finis par vérifier tes messages, tes mails, tes relevés bancaires, tes souvenirs, juste pour être sûr que tu n'es pas en train de perdre la tête. C'est là que le piège se referme. Tant que tu cherches à prouver ta vérité à quelqu'un qui a décidé de ne pas la voir, tu restes sous son emprise. La preuve est une laisse qu'il tient fermement, s'amusant de te voir t'agiter pour obtenir une validation qui ne viendra jamais. N'oublie pas le supplice du silence, cette arme de destruction massive qu'ils utilisent quand ils n'ont plus d'arguments. On t'ignore, on te traite comme si tu étais invisible, on traverse la pièce sans te regarder. On ne répond plus à tes messages pendant des jours. C'est une négation de ton existence même. C'est une punition infantile visant à te faire ramper, à te faire supplier pour un simple regard, pour une miette d'attention. Ils savent que le rejet social et affectif active les mêmes zones de douleur dans le cerveau que la douleur physique. Ils te frappent sans lever la main, ils te torturent par l'absence. Et quand ils décident enfin de rompre le silence, c'est souvent avec une exigence ou une remarque banale, sans jamais s'excuser pour le vide qu'ils ont imposé. Ils testent ta résistance, ils mesurent jusqu'où ils peuvent aller dans l'humiliation avant que tu ne craques. Le véritable changement, la vraie révolution, ne vient pas de la parole, car les mots ont été vidés de leur sens, pollués par le mensonge dans cette relation, mais de la modification radicale et chirurgicale de ton comportement. C'est quand tu arrêtes de réagir que le château de cartes commence à trembler sur ses bases fragiles. Imagine la scène, entraîne-toi mentalement comme un athlète, on t'envoie une pique bien sentie, une insulte déguisée en plaisanterie ou un reproche injuste fait pour te faire exploser, pour te faire sortir de tes gonds, pour que tu deviennes l'hystérique de service, celui qui valide son rôle de victime. Et toi, rien, un simple hochement de tête. C'est ton opinion, calme et détachée, un silence poli mais glacial, une absence totale de nourriture émotionnelle. C'est la panique totale pour celui qui tire les ficelles. Sans ta réaction, il n'existe plus. Il a besoin de ton émotion, qu'elle soit positive, adoration ou négative, colère, larmes, cris, pour se sentir vivant, puissant et réel. En lui retirant ton indignation, tu lui retires son oxygène. Tu deviens ce qu'on appelle une pierre grise, sans intérêt, sans relief, impossible à manipuler, une surface lisse sur laquelle ses attaques glissent sans laisser de traces. C'est à ce moment précis que tu vas voir le vrai visage de la bête, sans le masque de beauté. La manœuvre de récupération, le hoovering, le coup de l'aspirateur, va commencer avec une intensité désespérée. On va redevenir, comme par magie, la personne merveilleuse, attentionnée et drôle des premières semaines. On va te promettre une thérapie de couple, un voyage au bout du monde, un avenir radieux, une maison à la campagne, une projection d'avenir fictif qui brille de 1000 feux. C'est le future fucking. On te vend des rêves caissants pour que tu oublies le cauchemar présent. On va t'envoyer des fleurs au bureau, des messages nostalgiques sur notre chanson. On va utiliser les relais de manipulation, ces singes volants, amis communs ou membres de la famille, qui ne voient que la façade charmante, pour te dire à quel point cette personne est dévastée, ne mange plus, ne dort plus et pleure ton absence. Ne te laisse pas avoir par ce spectacle de bas étage. Ce n'est pas du regret, c'est de la gestion de stock. On essaie de récupérer un outil, une ressource, un objet qui fonctionnait bien et qui commence à s'échapper du tiroir. S'il ou elle t'aimait, il ou elle respecterait tes limites et ta douleur. Ici, on ne respecte que le besoin de possession et la peur d'être abandonné avant d'avoir pu choisir soi-même le moment de la rupture. Si tu restes de marbre, si tu tiens bon, malgré les assauts de charme et les promesses de changement radical, l'étape suivante est l'émiettage affectif. On te donne juste assez de miettes pour te garder dans le doute, mais pas assez pour te satisfaire. Un petit j'aime sur une ancienne photo à 2 heures du matin, une publication éphémère sur les réseaux sociaux qui fait référence à un secret que vous seul partagiez, un message cryptique du genre « j'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Mais peu importe.
C'est une technique de pêche à la traîne. On tire un peu sur la ligne pour voir si le poisson mord encore, si l'hameçon est toujours planté dans la chair. Si tu ne mords pas, si tu restes dans ton silence protecteur, la phase de destruction finale, la campagne de diffamation, s'enclenche avec une violence inouïe. On va te salir méthodiquement. On va raconter des horreurs déformées sur toi, à tout le cercle social, te faire passer pour le ou la déséquilibré sain, l'infidèle, l'agresseur, le profiteur. C'est le prix de ta liberté. Il faut accepter d'être le méchant dans l'histoire d'un menteur professionnel pour pouvoir enfin écrire sa propre histoire sur une page blanche, propre et exempte de ces gribouillis toxiques. Dans cette épreuve de force, le karma est ton seul allié silencieux, mais il est d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas une vengeance immédiate avec des éclairs, du tonnerre et des malheurs spectaculaires. C'est beaucoup plus subtil, plus profond et absolument inéluctable. C'est la condamnation à l'éternelle répétition du même désastre. Cette personne est condamnée, par sa propre structure mentale figée, à rejouer le même scénario, avec les mêmes étapes, les mêmes échecs amoureux, les mêmes trahisons et la même solitude finale, encore et encore, avec des visages différents qui finiront tous par se lasser ou s'effondrer. Elle ne construit rien de durable, elle ne fait que consommer des êtres humains comme on consomme des produits jetables, laissant derrière elle un sillage de débris. Toi, tu as la capacité de changer, d'apprendre, de te reconstruire, de devenir une version augmentée, plus sage et plus forte de toi-même. Elle est enfermée dans une prison de verre dont elle est à la fois le gardien sadique et le prisonnier terrorisé. Sa plus grande punition, ce n'est pas que tu partes, c'est d'être elle-même, chaque seconde de chaque jour, sans aucun répit, sans aucune paix intérieure possible. Obligée de fuir sans cesse le vide qui la ronge, en cherchant de nouvelles victimes pour se sentir exister. Pendant que tu fais défiler tes souvenirs comme les diapositives d'un film d'horreur pour essayer de comprendre à quel moment exact le rêve est devenu un cauchemar, n'oublie jamais une chose fondamentale. Tu n'as pas perdu ton temps, même si tu as l'impression d'avoir gâché des années précieuses. Tu as passé un examen de survie émotionnelle intensif, un doctorat en psychologie humaine appliquée. Tu as appris à détecter les micro-signaux d'alarme, ces red flags que la plupart des gens ignorent, par politesse, par éducation ou par naïveté. Tu as développé une acuité psychologique, une intuition laser que personne ne pourra jamais t'enlever. Cette expérience, aussi douloureuse et dévastatrice soit-elle, a fait de toi quelqu'un de blindé, une forteresse imprenable. Tu ne regarderas plus jamais une relation de la même manière. Tu ne chercheras plus à sauver des gens qui se complaisent dans leur propre naufrage et qui essaient de te noyer pour s'en servir de bouée de sauvetage. Tu vas enfin pouvoir diriger cette magnifique capacité d'attention et d'amour vers la seule personne qui la mérite vraiment et qui en a cruellement manqué ces derniers 8 ans, toi-même. La sortie définitive de ce labyrinthe de miroirs demande une discipline de fer, presque militaire. Il faut couper tous les canaux, sans exception, sans mais et sans si. C'est le fameux no contact, pas de surveillance discrète sur les réseaux sociaux, pas de vérification des publications pour voir s'il ou elle a l'air heureux ou heureuse, ou s'il ou elle a déjà trouvé un remplaçant, ce qui arrivera vite car ces gens-là ne supportent pas le vide et ont toujours une roue de secours sous la main. Chaque fois que tu vas espionner son profil, chaque fois que tu demandes de ses nouvelles à un ami commun, tu te réinjectes une dose de poison pur. Tu maintiens un lien invisible, un cordon ombilical toxique qui t'empêche de cicatriser. La disparition doit être totale, chirurgicale. Le silence absolu est ta seule armure efficace. Ce n'est pas de la gaminerie ou de la bouderie, c'est de la légitime défense vitale. Tu dois protéger ton espace mental comme une forteresse médiévale entourée de douves profondes et de remparts infranchissables. Personne n'entre sans avoir prouvé sa loyauté, sa bienveillance et sa stabilité sur le très long terme. Tu vas traverser des phases de manque physique comme une drogue dure dont on se sevrerait brutalement. Ton cerveau, habitué aux montagnes russes de la dopamine, lors des réconciliations, et du cortisol, lors des crises, réclame son pic d'adrénaline, ces moments de fusion extatique qui suivaient les disputes les plus violentes. C'est normal, c'est de la neurobiologie pure, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Ton système nerveux a été programmé, hacké par l'autre pour vivre dans l'alerte permanente, dans le stress chronique. Il va falloir du temps, beaucoup de patience, des larmes et de la douceur envers toi-même pour réapprendre le calme, pour accepter qu'une relation saine puisse paraître ennuyeuse au début, simplement parce qu'elle n'est pas parsemée de drames, de trahisons et de réconciliations théâtrales sur fond de sanglots. Le calme n'est pas l'absence de vie, c'est l'absence de chaos inutile.
Et le chaos, ce n'est pas de l'amour, c'est juste du bruit parasite qui t'empêche d'entendre ta propre musique intérieure. Il est temps de poser des actes concrets, ici et maintenant, pour reprendre chaque centimètre de terrain que tu as cédé durant cette guerre d'usure. Cesse immédiatement toute tentative d'explication, de justification ou de clôture auprès de cette personne. Tu n'auras jamais le dernier mot, tu n'auras jamais d'aveu, tu n'auras jamais d'excuses sincères parce que cela demanderait une introspection dont elle est incapable. Chercher la clôture avec un manipulateur, c'est comme essayer de fermer une porte qui n'a pas de gond. Chaque mot que tu prononces, chaque mail de 10 pages que tu envoies Pierre Wiggins pour expliquer ta douleur, est une munition que tu lui fournis gracieusement pour te tirer dessus plus tard, pour te faire passer pour fou/folle ou pour se moquer de toi avec sa prochaine proie. Ton silence est la seule réponse qui ne peut pas être déformée, parodiée ou retournée contre toi. Dans les faits, moins tu en dis, plus tu es puissante car tu reprends le contrôle total de ton récit intérieur sans laisser l'autre y injecter ses doutes, ses venins et ses distorsions. Adopte une posture d'observateur neutre, froid et presque clinique face aux provocations qui ne manqueront pas d'arriver car le prédateur déteste perdre sa proie. Imagine que tu regardes un documentaire animalier sur une espèce de prédateur particulièrement prévisible. Note les tentatives de manipulation. Ah, il utilise la carte de la culpabilité maintenant. Les mensonges évidents. Tiens, la version a encore changé pour la 3e fois en 10 minutes, et les changements de ton brusque sans y accorder la moindre importance émotionnelle. En traitant ces comportements comme des données brutes, des symptômes d'une pathologie plutôt que comme des attaques personnelles, tu crées une distance de sécurité, un champ de force qui protège ton cœur de l'impact direct. Tu n'es plus la cible, tu es le chercheur qui observe une anomalie de la nature. Débarrasse-toi physiquement et sans nostalgie déplacée de tout ce qui sert d'ancrage à cette relation dans ton espace de vie immédiat. Ne garde rien, pas même ce bibelot mignon acheté lors d'un week-end où vous ne vous êtes pas disputé. Qu'il s'agisse de cadeaux onéreux qui te rappellent une scène de ménage cachée derrière le luxe, de vêtements que tu portais uniquement pour lui plaire ou pour ne pas subir ses critiques, ou même de photos cachées dans un dossier crypté au fond de ton ordinateur. Ces objets sont des ancres qui te tirent vers le bas, des rappels constants qui maintiennent ton système nerveux en état de vigilance rouge. Faire place nette dans ton environnement physique, repeindre un mur, changer la disposition des meubles, jeter les vieux draps imprégnés de son odeur, envoie un signal fort, clair et définitif à ton inconscient. La place est désormais libre, propre et saine pour quelque chose de nouveau, de respectueux et de lumineux. Tu n'es pas une décharge pour les névroses d'autrui, tu es un sanctuaire qui mérite d'être purifié. Pense à l'impact sur ta carrière, sur tes passions, sur tes finances. Combien d'heures de travail as-tu perdu à fixer le vide, hanté par la dernière dispute? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu n'avais plus la force mentale de te concentrer? Combien d'argent as-tu dépensé pour essayer de réparer les choses, pour lui faire plaisir, pour compenser ses manquements ou pour soigner les maux physiques qu'il ou elle t'infligeait indirectement? Le coût réel de cette relation est exorbitant. C'est un impôt sur ton existence que tu n'as plus à payer. Chaque euro, chaque minute, chaque once d'énergie que tu récupères aujourd'hui doit être investi dans ton propre empire, dans tes propres projets, dans tes propres rêves que tu avais mis au placard pour ne pas lui faire de l'ombre. Réinvesti massivement, avec l'énergie du désespoir au début, puis avec une joie croissante, dans ton cercle social de confiance, celui qui a survécu à l'isolement que l'autre t'imposait. Reprends contact avec ces amis que tu as délaissés parce qu'ils ne comprenaient pas votre lien spécial, en réalité parce qu'ils voyaient le clair dans le jeu de l'autre et que cela la dérangeait, avec cette famille qui s'inquiétait de voir ton éclat s'éteindre mois après mois, de voir tes épaules se voûter. Accepte leur regard bienveillant même s'il est parfois teinté d'un « je te l'avais dit » silencieux. Ne cherche pas à minimiser ce que tu as vécu pour sauver les apparences ou par honte. La honte doit changer de camp. C'est au contact de personnes saines, prévisibles, dont les paroles correspondent aux actes, que tu recalibreras ta perception de la normalité. C'est en entendant des rires qui ne sont pas moqueurs et en recevant des services qui ne sont pas facturés au prix fort, plus tard, que tu retrouveras tes points de repère perdus dans la tempête. On arrive au moment de vérité, celui où il faut se poser les questions qui fâchent, loin des excuses qu'on se trouve pour ne pas acter la rupture définitive.
Quel est l'élément précis, le petit détail insignifiant en apparence, une phrase cruelle dite avec un sourire, un regard de dégoût quand tu étais malade, un geste de mépris envers un inconnu, une réaction glaciale face à la détresse d'un animal qui a fait basculer ta perception et t'a fait comprendre dans une illumination brutale que tu n'étais pas le problème? C'est souvent là que réside la clé de la libération totale, dans ce petit déclic instinctif qui ne trompe pas. Ce moment où tu as vu, l'espace d'une seconde, le monstre derrière le masque de l'ange. Partage-le, écris-le sur un papier que tu garderas sur toi, grave-le dans ta mémoire, car c'est ta bouée de sauvetage quand le doute, la nostalgie sélective ou la solitude reviendront te hanter les soirs de pluie. Tu n'es pas une victime brisée, une épave échouée sur le rivage. Tu es un rescapé de haute voltige avec un avantage stratégique énorme pour tout le reste de ta vie. Tu as traversé le feu et le feu ne t'a pas consumé. Il a forgé ton caractère, il a trempé ton âme, tu as vu l'envers du décor, tu connais les trucs de magie bon marché, les ficelles grossières et les jeux de miroirs déformants. On ne te fera plus jamais le coup du lapin qui sort du chapeau, on ne te vendra plus jamais une illusion pour une réalité. La route de la guérison est peut-être encore un peu longue, parsemée de rechutes, de moments de tristesse soudaine et de colère sourde, mais pour la première fois depuis une éternité, c'est toi et toi seul qui tiens le volant de ta vie. Ne regarde plus jamais dans le rétroviseur, il n'y a rien derrière toi à part des décombres fumants, des promesses vides et une ombre qui s'efface à mesure que tu avances vers le soleil. Devant, il y a la lumière, la vraie, celle qui ne brûle pas la rétine mais qui réchauffe l'âme en profondeur, celle qui permet de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Tu dois comprendre que ton empathie, ta capacité à pardonner et à voir le bon en chacun étaient tes plus grandes forces, et c'est précisément ce qu'il ou elle a essayé de retourner contre toi pour en faire une faiblesse, une faille de sécurité. Il cible les gens brillants, généreux, empathiques et forts, car on ne vole pas une banque vide. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'a rien à offrir. Tu étais la banque, la source d'énergie, et elle était le braqueur, le parasite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta richesse est intérieure, organique et inépuisable. Tu peux reconstruire ton capital émotionnel, alors que lui ou elle restera toujours dans une faillite morale absolue, obligé de voler les autres pour se sentir un peu moins vide. Reprends tes clés, change les serrures de ton cœur et ne laisse plus jamais personne y entrer sans une inspection rigoureuse de ses intentions réelles, sans un test de cohérence sur le très long terme. Le silence que tu imposes aujourd'hui n'est pas un vide, c'est un plein. C'est le plein de ta dignité retrouvée, le plein de ton respect pour toi-même, le plein de ton autonomie. Chaque jour, sans contact, est une victoire de plus sur l'oppression, un pas de plus vers la terre ferme. Chaque matin où tu ne vérifies pas son compte Instagram, chaque pulsion de lui écrire que tu arrives à dompter est une médaille que tu t'auto-attribues. Tu es en train de reprendre possession de ton territoire mental, hectare par hectare, souvenir par souvenir. Bientôt, cette personne ne sera plus qu'une anecdote lointaine, un mauvais rêve dont on se souvient vaguement au petit déjeuner avant de l'oublier complètement sous l'effet d'un café chaud, d'un bon livre et d'un rayon de soleil printanier. Apprends à savourer la solitude, non pas comme un manque, mais comme une convalescence nécessaire. C'est dans ce silence-là que tu vas réentendre ta propre intuition, cette petite voix que tu avais fait taire pour ne pas contredire le tyran. Elle va te dire ce qui est de bon pour toi, elle va te guider vers les bonnes personnes, elle va te protéger. La solitude est le sas de décompression entre le chaos et la sérénité. C'est là que tu te réappropries tes goûts, tes envies, tes limites. Ne te précipite pas dans une autre relation par peur du vide. Apprivoise le vide, car c'est dans le vide que tout peut renaître. Tu es en train de passer de l'état d'objet de manipulation à celui de sujet de ta propre existence. C'est la transition la plus importante de ta vie. N'oublie jamais que la meilleure vengeance, si tant est que tu en cherches une pour apaiser ta douleur, n'est pas de rendre le mal pour le mal, car cela te maintiendrait à son niveau de vibration toxique. La vraie vengeance est de devenir si incroyablement heureuse, épanouie, libre et serein, que l'existence même de cette personne devienne totalement insignifiante à tes yeux. Le mépris souverain et l'indifférence totale sont les seules armes qui terrassent réellement les narcissiques. Quand ils ne sont plus rien pour toi, pas même un sujet de conversation, pas même une source de colère ou de tristesse, ils cessent littéralement d'exister dans ton univers. Et c'est là, dans cette indifférence majestueuse, que tu trouveras ta véritable paix, ton repos et ta victoire. Réapprends à écouter tes besoins primaires, ceux que tu avais étouffés pour ne pas déranger. Qu'est-ce que as envie de manger ce soir sans avoir à négocier ?
Quel film as-tu envie de voir sans avoir peur des commentaires sarcastiques ou des soupirs d'ennui? Quelle musique as-tu envie d'écouter à fond dans ta voiture, les fenêtres ouvertes? Ces petites décisions sont les briques de ta nouvelle liberté, les fondations de ta nouvelle demeure intérieure. Reconstruis-toi par les détails, par les plaisirs simples que tu t'interdisais pour ne pas faire de vagues ou pour ne pas déclencher une crise. Fais des vagues, fais des tempêtes de joie, occupe tout l'espace dont tu as besoin. Tu as assez été une ombre, une extension de l'autre, il est temps de redevenir le soleil central de ta propre existence. Si ce partage t'a aidé à y voir plus clair, si tu as senti un écho, un frisson de vérité dans ta propre poitrine en lisant ces lignes, alors le processus est déjà enclenché et rien ne pourra l'arrêter. La chrysalide est en train de se briser et ce qui en sortira sera bien plus résistant que ce qui y est entré. Ne crains pas la douleur de la transformation, elle est le signe que tu es vivant, que tu ressens et que tu te bats pour ton âme. Le monde a besoin de ta lumière authentique, pas de la version éteinte, grise et soumise que l'autre voulait imposer pour se rassurer sur sa propre valeur. Relève la tête, redresse tes épaules, respire un grand coup d'air pur et marche droit devant toi sans jamais te retourner. Le plus dur est derrière toi, le meilleur reste à construire et cette fois, les fondations seront solides car elles seront posées sur la roche de ta propre estime. Tu es libre, enfin. Et cette liberté, personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te la voler si tu décides de la chérir comme le trésor le plus précieux que tu possèdes. Regarde l'horizon, il est immense, il est à toi, et pour la première fois, il est parfaitement clair.